Le 29 novembre 1987, le long de la route 40 dans le comté de Newcastle, dans le Delaware aux États-Unis, à quelques mètres de l'asphalte, derrière une zone commerciale sans histoire, des passants remarquent une forme immobile dans l'herbe froide, à demi dissimulée par les broussailles. La police est appelée. Sur place, les agents comprennent rapidement que cette découverte dépasse le cadre d'un simple fait divers. Le corps d'une jeune femme repose là, laissé comme si quelqu'un avait voulu s'en défaire à la hâte. Ce jour-là, sans en avoir conscience, les enquêteurs ouvrent un dossier qui va s'étirer dans le temps. Un dossier qui va révéler qu'une présence dangereuse fréquente tranquillement les abords de cette route trop banale. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire terrifiante, mais vraie, du tueur en série surnommé The Route 40 Killer, ou le tueur de la route 40 en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Le 29 novembre 1987, le long de la route 40, près de Newcastle, dans le Delaware, aux États-Unis, Shirley Ellis a 23 ans. En ce début de soirée, elle se tient en bord de route, dans une zone commerciale où les enseignes jettent une lumière artificielle sur l'asphalte. Shirley marche lentement, s'arrête, observe. Elle gagne sa vie en acceptant des rendez-vous contre de l'argent. Une routine dangereuse, faite de choix rapides et de confiance accordée à des inconnus. Durant la soirée, un van bleu ralentit à sa hauteur. La vitre coulisse. L'homme au volant parle calmement. Son ton est posé, presque banal. Ils échangent quelques mots. Shirley prend le temps de regarder à l'intérieur, d'évaluer la situation, comme elle l'a déjà fait tant de fois. Finalement, elle ouvre la portière et monte. Le van redémarre et quitte les lieux. Les commerces s'éloignent, la lumière se fait plus faible. Le trajet dure plus longtemps que prévu. À l'intérieur du van, l'atmosphère change. Le conducteur ne parle presque plus. Son corps se raidit. Puis, le van s'arrête sur un bas-côté isolé. Avant que Shirley ne puisse réagir, l'homme se jette sur elle. Le mouvement est rapide, violent, inattendu. Il la plaque contre le siège et l'empêche de bouger. Shirley se débat, mais l'espace est trop étroit, la force en face trop imposante. L'agression est immédiate. Il la frappe à la tête avec un marteau, puis utilise ses mains pour l'étouffer, jusqu'à ce que son corps cesse de réagir. Quand tout s'arrête, Shirley Ellis est morte. Plus tard, son corps est transporté et laissé à quelques mètres seulement de la route 40, dans l'herbe, partiellement visible depuis l'axe routier. Quelques heures plus tard, des passants remarquent la silhouette immobile et donnent l'alerte. La police arrive rapidement sur place. Les agents délimitent la zone, éclairent les abords, observent la scène. Il n'y a pas de véhicule associé, pas de témoin direct, juste le corps d'une jeune femme de 23 ans, abandonnée là, comme si cet endroit n'était qu'un point de dépôt. À cet instant, les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ce meurtre n'est que le premier d'une longue série. Quand les agents quittent les abords de la route 40 cette nuit-là, ils emportent avec eux plus de questions que de réponses. Le dossier reste ouvert. Les semaines passent, l'hiver s'installe, et peu à peu, l'affaire de Shirley Ellis commence à s'effacer dans le flux habituel des enquêtes non résolues. Et pendant que la police espère avoir affaire à un cas isolé, quelqu'un, quelque part, le long de cet axe routier, a déjà planifié son retour. Le 28 juin 1988, soit près de 7 mois après le premier meurtre, toujours le long de la route 40, dans le comté de Newcastle, dans le Delaware, Catherine DiMauro a 31 ans. Ce soir-là, aux alentours de 23h30, elle est vue pour la dernière fois en train de marcher le long de la route. Comme d'autres avant elle, elle gagne sa vie en acceptant des rendez-vous contre de l'argent sur cette portion de route où les véhicules ralentissent régulièrement.
La nuit est chaude, l'air lourd, et les phares dessinent des trajectoires répétitives sur l'asphalte. Finalement, un van bleu s'approche, roule à son allure, puis s'arrête. Quelques mots suffisent, Catherine monte, et le véhicule s'éloigne et disparaît dans des zones dépourvues d'éclairage. Ce qui se passe ensuite est rapide et extrêmement violent. Le conducteur passe à l'acte sans hésiter. Catherine est frappée à plusieurs reprises avec un objet lourd, puis immobilisée jusqu'à ce que sa respiration s'arrête. Puis le tueur laisse le corps là. Aux premières heures du matin, à 6h25, des ouvriers arrivent sur un chantier à proximité de la route 40. Entre des tas de terre et du matériel de construction, ils découvrent le corps de Catherine Di Mauro. La police est immédiatement alertée. Sur place, les enquêteurs font un constat qui change tout. La scène présente des similitudes frappantes avec le meurtre de 1987. Le mode opératoire, la localisation. Mais cette fois, un détail supplémentaire retient l'attention. Le corps est couvert de fibres bleues, visibles sur la peau et les vêtements. Des traces qui semblent provenir de l'intérieur d'un véhicule. À partir de cet instant, la police du Delaware ne peut plus ignorer l'évidence. 2 cas similaires dans la même région. Ils ont donc sûrement affaire au même tueur, et il est peu probable qu'il s'arrête là. Et pendant que la police le cherche, le tueur continue de rouler. Alors que l'été 1988 touche à sa fin, une nouvelle femme disparaît. Le 22 août 1988, à proximité de la route 40 dans le Delaware, Margaret Lynn Finner a 27 ans. Ce jour-là, elle est vue pour la dernière fois en début de soirée. Comme les autres, elle gagne sa vie en acceptant des rendez-vous contre de l'argent. Ce soir-là, plusieurs témoins remarquent la scène. Margaret discute avec le conducteur d'un van bleu. Au volant, un homme blanc, seul. L'échange est bref. La portière s'ouvre. Margaret monte dans le véhicule. Le van bleu s'éloigne et disparaît dans la circulation. Elle ne donnera plus jamais signe de vie. Les jours passent, puis les semaines. Son absence finit par inquiéter. Quelques semaines plus tard, un chasseur s'aventure dans une zone boisée située près du canal Chesapeake Delaware. L'endroit est éloigné, difficile d'accès, à des kilomètres des axes principaux. Au sol, entre la végétation et la terre humide, il découvre un corps. La police est alertée. Sur place, les enquêteurs constateront que le corps est trop altéré pour permettre de déterminer la cause exacte de la mort. Mais certains détails sont immédiatement frappants. Des traces visibles indiquent que des souffrances ont été infligées avant la fin. L'identification du corps prend du temps. Ce sont des dossiers dentaires qui permettent finalement de mettre un nom sur ces restes. Margaret Lynn Finner, disparue le 22 août 1988. À partir de la fin de l'été 1988, les disparitions s'accélèrent. En septembre 1988, Michelle Gordon, 22 ans, est à son tour vue le long de la route 40. Comme les autres, elle accepte des rendez-vous contre de l'argent. Comme les autres, elle est approchée par un homme seul au volant d'un van bleu. Elle monte, elle disparaît. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard. Les enquêteurs constateront qu'elle a subi des coups répétés et qu'elle a été étouffée. Sur elle, les policiers relèvent à nouveau des fibres bleues, renforçant l'idée d'un même véhicule, d'un même schéma. Quelques semaines plus tard, c'est Kathleen Meyer, 26 ans, qui disparaît à son tour, dans des circonstances similaires. Elle est vue pour la dernière fois en train de marcher le long de la route 40, avant de monter dans un van bleu. Cette fois, le corps ne sera jamais retrouvé, mais les indices laissés derrière, les témoignages et les éléments matériels permettront aux enquêteurs de la rattacher à la même série. À la fin de l'année 1988, 5 femmes ont disparu ou ont été retrouvées sans vie le long de la route 40. Le scénario est toujours le même. Une approche calme, un van bleu et la même fin. À la fin de l'année 1988, la route 40 n'est plus un simple axe de circulation. Elle est devenue un fil rouge. 5 femmes ont disparu ou ont été retrouvées sans vie le long de cette même ligne d'asphalte, à quelques kilomètres d'écart, comme si quelqu'un la parcourait méthodiquement, de nuit, en connaissant chaque sortie, chaque zone commerciale, chaque endroit où une voiture peut ralentir sans attirer l'attention. Dans les bureaux de la police du comté de Newcastle, les photos s'alignent sur les tables, les visages, les dates, les heures. Les similitudes sautent aux yeux.
Des femmes qui acceptent des rendez-vous contre de l'argent, des approches toujours calmes, aucune lutte signalée avant la disparition. Et toujours cette même route, comme un théâtre répété. Sur plusieurs scènes de crime, les techniciens ont relevé le même détail. Des fibres bleues accrochées aux vêtements ou à la peau des victimes, compatibles avec l'intérieur d'un véhicule. Pas assez pour désigner un coupable, mais suffisant pour savoir qu'il s'agit du même homme. Peu à peu, l'hypothèse d'un prédateur qui choisit ses cibles au bord de la route devient inévitable. Un homme qui connaît les horaires, les habitudes, les angles morts, qui sait quand s'arrêter et quand disparaître. Les méthodes classiques ne donnent rien. Pas de plaque, pas de témoin direct, pas de description précise. Alors les enquêteurs comprennent qu'ils ne pourront pas le forcer à sortir. Ils devront l'attendre. La décision est prise de transformer la route 40 en zone de guet. Des femmes policiers sont sélectionnées pour se fondre dans le décor. Elles adoptent les mêmes postures, les mêmes horaires, les mêmes points d'arrêt que celles qui ont disparu. Chaque position est surveillée à distance. Des équipes sont postées plus loin, moteurs allumés, radio ouverte, prêtes à intervenir en quelques secondes. L'objectif n'est pas d'agir trop vite. Il faut d'abord le voir, le repérer, confirmer l'existence de ce véhicule bleu qui hante les rapports. Nuit après nuit, la route 40 défile sous les phares. Des voitures ralentissent, certaines s'arrêtent, d'autres repartent. Mais celui qu'ils attendent ne se manifeste pas. Comme s'il avait senti le changement. Comme s'il observait de plus loin, en attendant que la route redevienne sûre pour lui. Dans cette partie qui se joue dans l'obscurité, les enquêteurs le savent désormais. Cet homme n'est pas désorganisé, il n'est pas pressé. Mais un jour, la chance du tueur va tourner. Le 14 septembre 1988, la route 40 semble immobile, comme si elle retenait son souffle. À cette heure tardive, les commerces sont presque tous fermés. Une femme marche seule. Sa démarche est lente, calculée. Sa présence ne détonne pas, elle se fond dans le décor. Mais cette femme n'est pas là par hasard. Elle s'appelle Renée Tachner. Et ce soir-là, elle joue un rôle. Elle reproduit les gestes des femmes qui ont disparu. Les voitures passent, certaines ralentissent, d'autres continuent leur chemin. Puis, un véhicule attire son attention. Un van bleu. Il passe une fois, puis deux, puis encore. En 20 minutes, René le voit 7 fois. Toujours le même trajet, toujours la même allure. Comme s'il tournait, observait, attendait le bon moment. René change alors de stratégie. Elle se dirige vers une zone plus isolée, là où la route s'éloigne des lumières. Le van bleu la suit. Il s'immobilise à sa hauteur. La vitre s'abaisse. Au volant, un homme blanc d'une trentaine d'années. Son attitude est hésitante. Il évite le regard. Sa voix tremble, mais il insiste. Il essaye de la faire monter. Renée refuse. Elle prétend être épuisée. Elle s'approche juste assez pour regarder à l'intérieur du véhicule. Et c'est là qu'elle le voit. Le sol est recouvert d'une moquette bleue. Exactement le détail qui figure déjà dans plusieurs rapports. D'un geste rapide et discret, elle arrache quelques fibres. Puis, sans rompre l'échange, elle note la plaque d'immatriculation. Le van bleu redémarre et disparaît dans la nuit. Mais cette fois, il a laissé une trace. Quelques heures plus tard, les numéros sont analysés. Les résultats tombent. Le véhicule est enregistré au nom d'un homme de 31 ans, électricien, marié, père de 2 enfants. Aucun passé judiciaire, un profil qui est en apparence banal. Cet homme a un nom, Stephen Brian Pennell. Après la découverte de ce nom, la police du Delaware décide de passer à l'étape suivante pour en avoir le cœur net. Le nom est désormais connu, le véhicule est identifié. Les fibres bleues récupérées par la policière correspondent à celles récupérées sur plusieurs scènes de crime. Face à cet ensemble d'indices, le procureur d'État donne son accord. Un mandat de perquisition est émis. L'objectif est clair, intervenir sans l'alerter, saisir le véhicule, comprendre ce qui se cache à l'intérieur. Le 29 novembre 1988, exactement 1 an après la découverte du premier corps, les enquêteurs se rendent au domicile de Stephen Pennell. Le quartier est calme. Rien ne laisse deviner qu'un homme recherché pour plusieurs meurtres vit ici, dans une maison ordinaire, au milieu d'autres familles.
Les agents frappent, la porte s'ouvre. Pennell est là, calme, surpris mais pas agité. Il ne résiste pas. Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Pendant que l'homme est éloigné, l'attention se porte sur le van bleu stationné à proximité. Le véhicule est saisi et transporté pour être examiné en détail. À l'intérieur, chaque centimètre est passé au peigne fin, sous les sièges, dans les recoins les plus discrets. Très vite, les découvertes s'accumulent. Des traces biologiques compatibles avec plusieurs victimes, des cheveux, des marques qui correspondent au rapport d'autopsie. Les enquêteurs mettent également la main sur du ruban adhésif, identique à celui utilisé lors du meurtre de Catherine Di Mauro. Plus l'examen avance, plus le tableau se précise. Dans le véhicule, des objets sont découverts, rangés, prêts à être utilisés. Des liens, des menottes, des outils destinés à immobiliser. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute possible. Le van bleu n'était pas un simple moyen de transport. Il était au cœur du dispositif. Stephen Pennell est officiellement mis en examen pour les meurtres de Shirley Ellis, Catherine Di Mauro et Michelle Gordon. Conduit en salle d'interrogatoire, il écoute les faits qui lui sont présentés, puis il se mue dans le silence. Il invoque son droit de ne pas répondre. Aucune confession, aucune explication. Mais cette fois, la route 40 n'est plus son terrain. Mais qui est donc Stephen Brian Pennell? Stephen naît le 22 novembre 1957 à Glasgow, dans le Delaware. Il est le premier enfant de William et d'Helen Pennell, un couple modeste, discret, ancré dans une Amérique où l'on ne parle pas beaucoup de ce que l'on ressent, mais où l'on attend de chacun qu'il tienne sa place. L'enfance de Stephen ne se fait pas remarquer. Pas de drame connu, pas de violence signalée. Il grandit dans un cadre stable, avec des règles claires. À l'école, il est calme, réservé, poli. Il n'est ni populaire ni rejeté. Il est là, toujours en retrait, observant plus qu'il ne participe. Dès ces années-là, ceux qui se souviennent de lui parlent d'un garçon qui semble regarder le monde de l'extérieur, comme s'il était présent sans y être vraiment. À l'adolescence, il grandit rapidement, prend de la taille, devient imposant. Mais cette stature ne s'accompagne pas d'assurance, au contraire. Il reste mal à l'aise, introverti, souvent dans sa tête. Certains le qualifient de gentle giant, ou gentil géant en français. Un garçon grand, fort, mais qui ne prend jamais la place qu'il pourrait prendre. Il obtient son diplôme de fin d'études secondaires en 1976. À cette époque, Stephen se met à s'intéresser à l'idée d'autorité. Pas l'autorité brutale, mais celle qui structure, qui cadre, qui donne des règles. Il s'intéresse à la police. Il s'inscrit d'ailleurs pour des études en criminologie, qu'il suit pendant une courte période. Il tente également d'entrer dans un programme de cadet de la police, mais il échoue. Cet échec n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de colère exprimée, juste une porte qui se referme. Et Stephen, comme il l'a toujours fait, n'insiste pas. Il ne lutte pas, il se retire. Il se rabat sur un métier technique. Il devient électricien. Un travail précis, méthodique, où chaque fil doit être à sa place. Un travail qui lui convient. Dans les années 80, il se marie avec Vera Catherine. Il devient père de 2 garçons et élève aussi la fille que sa femme a eue d'une union précédente. De l'extérieur, sa vie ressemble à celle de milliers d'autres hommes. Un travail, une famille, une maison dans un quartier tranquille. C'est un homme qui ne fait pas de vagues. Mais à l'intérieur, quelque chose ne s'aligne pas. Stephen se sent étroit, invisible, déconnecté de sa propre existence. La vie de famille ne lui apporte pas le sentiment de contrôler quoi que ce soit. Il exécute, il obéit, il subit les horaires, les factures, les attentes des autres. Il n'est jamais celui qui décide. Peu à peu, un monde intérieur se construit. Un monde où il imagine des situations différentes. Des situations où il n'est plus celui qui s'efface. Ses pensées ne sont pas encore des actes, ce sont des scénarios, des images qui reviennent, des idées qui s'installent. Et plus le temps passe, plus ses pensées prennent de place. La nuit, Stephen conduit. Il ne va nulle part en particulier. Il prend la route, toujours la même, la route 40. Il y roule longtemps, sans but, comme si le simple fait d'être au volant lui donnait un sentiment de maîtrise qu'il n'a pas ailleurs. Il observe les feux, les arrêts, les femmes seules. Il ne fait rien,
pas encore, mais dans sa tête, les limites commencent à s'effriter. Il se met à justifier, à minimiser, à se convaincre que certaines vies comptent moins que d'autres, que certaines personnes sont plus exposées, plus disponibles, plus faciles à faire disparaître. Ce glissement est lent, presque imperceptible, mais il est constant. Jusqu'à ce soir de novembre 1987. Steven est au volant de son van bleu. Il roule le long de la route 40. Et cette fois, quand il la voit, une jeune femme seule au bord de l'asphalte, il ne se contente plus d'imaginer. Il ralentit, il observe, il évalue et s'arrête. À cet instant précis, ce qui n'était qu'un monde intérieur franchit une ligne. Et la suite, vous la connaissez. Revenons maintenant après son arrestation et son inculpation. Nous ne sommes plus sur la route 40, ni dans un van bleu qui roule dans la nuit. Nous sommes dans une salle d'audience du Delaware. Steven Pennell est assis à la table de la défense. Le procès s'ouvre dans un climat de tension extrême. Dès les premiers jours, la défense attaque un point précis. Un détail qui, selon elle, devrait faire s'effondrer tout le dossier. Les fibres bleues. Les avocats affirment que la preuve clé, celle récoltée par l'officier René Tachner lors de son contact sur la route 40, aurait été obtenue illégalement. Selon eux, ces fibres provenaient de l'intérieur du véhicule et auraient donc dû être protégées par le droit à la vie privée. Le juge Richard Gebelein écoute, il analyse et il tranche. Pour lui, le tapis bleu était immédiatement visible à l'œil nu dès l'ouverture de la portière. Aucune intrusion. La preuve est déclarée recevable. Cette décision ne règle pas seulement le sort de Steven, elle ouvre une porte. Car pour la première fois dans l'histoire judiciaire des États-Unis, des analyses génétiques vont être utilisées comme preuve centrale. Le tribunal entre en terrain inconnu. Des experts scientifiques sont appelés à la barre, des généticiens, des spécialistes. Leurs explications sont techniques, parfois complexes, mais le message est clair. Des résidus biologiques présents sur les fibres bleues correspondent aux victimes. La science parle. Le 23 novembre 1989, après des semaines de débats, le jury rend son verdict. Steven Brian Pennell est reconnu coupable des meurtres de Shirley Ellis et de Catherine DiMauro. En revanche, faute de preuves suffisantes à ce stade, il est acquitté du meurtre de Michelle Gordon. Le jury refuse de recommander la peine capitale. À la place, il prononce 2 peines de prison à perpétuité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La défense fait appel. À nouveau, la question des fibres est soulevée. À nouveau, la cour rejette l'argument. Et cette fois, de nouvelles preuves sont introduites. Elles permettent de relier Pennell au meurtre de Michelle Gordon, ainsi qu'à celui de Kathleen Mayer. Face à ce tournant, Steven prend une décision qui déstabilise tout le monde. Il renvoie son avocat et demande à se défendre lui-même. Le tribunal accepte et contre toute attente, Steven annonce qu'il souhaite désormais être condamné à mort. Il explique sa position en se référant à des textes bibliques. Selon lui, la loi suprême ne commence pas avec la Constitution, mais avec les Écritures. Il cite des passages anciens, affirmant que dès lors que 2 témoins peuvent attester de sa culpabilité, la peine de mort est justifiée. Le 31 octobre 1991, la sentence tombe. Steven Brian Pennell est condamné à mort. Conformément à la Constitution du Delaware, le dossier est transmis à la Cour suprême. Le 11 février 1992, Pennell comparaît devant elle, seul, sans avocat. Il est le seul accusé de l'histoire de l'État à se représenter lui-même à ce niveau, et le seul à demander explicitement sa propre exécution. Pourtant, malgré cette position radicale, il continue de plaider non coupable. Il parle du meurtrier à la 3e personne. Il déclare que cet homme prenait plaisir au processus, mais pas à l'acte final lui-même. L'État s'oppose à la peine capitale, mais le juge la confirme. 2 derniers recours sont déposés, tous rejetés. Sa femme, Vera Catherine Pennell, tente une ultime démarche, aidée par des avocats et un professeur de droit. Elle affirme que son mari n'était pas sain d'esprit, qu'il ne comprenait pas la portée de ses actes et que le procès devrait être rouvert. La Cour suprême refuse. Le 14 mars 1992, Steven Brian Pennell est exécuté par injection létale. Il a 34 ans. Avec lui s'achève le dossier judiciaire,
Mais la route 40, elle, garde à jamais la mémoire de ce qui s'y est joué. Voici l'histoire de Stephen Brian Pennell, surnommé The Route 40 Killer. Une affaire à part, non seulement par la série de crimes qu'elle a laissés derrière elle, mais parce qu'elle a représenté pour le Delaware. Un État rarement confronté à ce type de prédateur, et encore plus rarement à une condamnation à mort. Ce dossier a marqué un tournant, à la fois judiciaire et scientifique, en imposant pour la première fois l'utilisation de preuves génétiques comme élément central de culpabilité. Mais au-delà des précédents, des procès et des décisions historiques, il reste ce que la justice ne peut jamais réparer. Des femmes dont les vies ont été brutalement interrompues, des familles à jamais marquées par l'absence, des prénoms qui ne sont pas des titres ni des faits divers, mais des existences bien réelles. Cette histoire ne se conclut pas avec une sentence ni avec une date. Elle se prolonge dans la mémoire de ceux qui restent et dans le devoir de se souvenir, non pas de l'homme qui a pris, mais de celle à qui tout a été enlevé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles, des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.